Donc, bienvenue à ce sprint 36 EasyMesure EasyParse, qui a commencé le 20 novembre et qui se termine aujourd'hui le 17 décembre. La dernière fois, le dernier sprint, on avait parlé du reporting et puis du fait qu'on terminait notre emménagement crémaillère dans les bureaux, dans le nouveau bâtiment. Cette fois-ci, on a eu du mal à trouver un nombre de sprints, mais étant donné que on propose plein de petites fonctionnalités, plein de petits trucs, donc on a appelé ça 36-15 Père Noël. Voilà. Donc, le plan de la sprint review, comme d'habitude, les 4 gros chapitres: communication, EasyParse, analogiste, EasyMesure. Communication, on a eu pas mal d'interactions pendant ce sprint. EasyParse, on a fait pas mal de tâches de fond. On en parlera, notamment, on a eu des interactions avec Fabien pour tout ce qui est exploitation, reprise, etc. Au niveau analogiste, Fred nous en parlera, c'est un peu comme d'habitude. Et puis, c'est au niveau EasyMesure, on a fait pas mal de choses, pas mal de petites choses, et on a continué sur le reporting. Alors, au niveau communication, on a eu 4 installations pendant ce sprint. On a fait 7 supports, qui a représenté un peu plus de 9 heures. Et on n'a pas eu de feedback sur l'interface. Je passe la parole à Fred pour les détails sur les supports utilisateurs qu'on a pu faire. Donc, on a fait un focus sur certains supports, notamment qui nous paraissaient importants, comme le webinaire EasyMetrics en partenariat donc, avec la BNL, donc la Bibliothèque nationale du Luxembourg. C'est un webinaire de 2 heures. Si Thomas, tu veux compléter d'ailleurs à propos du webinaire, n'hésite pas. Juste pour en dire 2 mots, c'était la suite de la présentation qu'on a faite à l'ICOLC avec le collègue du consortium du Luxembourg qui s'appelle Patrick Pfeiffer. Et on a proposé une présentation un peu allongée sur le même thème pour commencer à installer l'idée qu'on allait proposer sous forme de suite autonome le dispositif EasyMetrics qui va donc contenir un EasyParse et un EasyMesure déployables facilement par tous les acteurs que ça intéresse, notamment des consortiums à l'étranger, consortium américain, consortium européen, etc. Donc c'était la suite logique. On a eu une dizaine de participants et puis le webinaire a été filmé. Et on a rediffusé le lien à tous ceux qui en ont fait la demande et on va essayer d'organiser un deuxième webinaire pour tous les collègues qui n'avaient pas pu participer à cette première édition et probablement un horaire qui sera plus favorable à ce que les collègues notamment d'Amérique du Sud puissent venir regarder ce qu'on a proposé, etc. Voilà, j'en dis pas plus, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler d'ici 1 ou 2 sprints. Alors, pour continuer, donc on a eu avec Thomas un entretien d'1 heure avec Nicolas Larcon de l'Université de La Réunion, donc qui nous a contacté pour qu'on lui fasse un retour utilisateur en tant que utilisateur de l'outil Kibana. Et il aurait aimé avoir notre avis aussi par rapport au tableau de bord, notamment le tableau de bord de HAL, donc le tableau de bord Kibana. Donc voilà, c'était cet entretien. Donc, Thomas, si tu as envie aussi de compléter ce que je dis, n'hésite pas par rapport à cet entretien. Oui, en fait, Nicolas, c'était moins en sa qualité de Université de La Réunion, mais plus en sa qualité de président de l'association Casual qu'on a discuté avec lui, parce qu'en fait, HAL met à disposition des tableaux de bord basés sur des chiffres générés par EasyParse à la communauté des gestionnaires de portail HAL dans les établissements. Et cette fonctionnalité de tableau de bord, elle se repose aussi sur Kibana, comme ce qu'on propose par le biais d'EasyMesure. Et donc, il y a une convergence à cet endroit-là précisément.
dans la prise en main de Kibana qu'il va falloir organiser pour les deux communautés. Donc là, c'était un premier entretien pour se présenter, pour dire ce que chacun faisait et ce qu'on pourrait envisager de mettre en place pour la formation aux usagers à qui on dit voilà un outil de tableau de bord, débrouillez-vous. Et en fait, plutôt que de laisser les usagers naviguer tout seuls, d'essayer de voir ce qu'on pourrait organiser comme formation, comme aide à la prise en main, comme aide à la manipulation de cet outil qui reste quand même relativement nouveau pour une grande partie des collègues. Et la compréhension des visualisations qui peuvent parfois dérouter certains utilisateurs. C'est un petit peu ça qu'on a vu. Donc je continue donc avec, on a fait une présentation à l'INRIA, donc avec Jacqueline Gillet et Claire Buren. Donc on leur a présenté le tableau JR1 des éditeurs. C'est un tableau expérimental. Donc c'est suite à la réunion GTI, donc, comme disait Dominique tout à l'heure. On a proposé donc à des établissements qui n'ont pas encore déposé l'élément de consultation dans les mesures, d'avoir la possibilité de nous confier leur relevé éditeur JR1 pour les insérer dans les mesures et d'avoir un espace publisher avec ces données éditeurs. Donc, Jacqueline s'était proposé de tester ce tableau. Donc, on a fait une présentation au début du mois de décembre. Et puis, je pense qu'apparemment, c'était satisfaisant. Donc, Jacqueline, c'est pareil, si tu veux compléter par rapport à ce que je dis, n'hésite pas. Oui, alors je confirme que c'est satisfaisant, hein. On trouve que c'est vraiment un outil voilà, qui permet de faire des belles présentations. Et comme INRIA n'installera jamais de proxy, c'est vrai qu'on était un peu en marge de ce projet EasyParse et EasyMesure, alors qu'EasyMesure peut permettre de faire des belles visualisations. Donc, c'est vraiment très intéressant. On a donc planifié début de l'année, début janvier, de reprendre un peu d'historique sur les JR1 Counter 4 et faire aussi ceux de 2019 pour avoir une vue sur plusieurs années. Alors, on pense faire 3 années, sinon ça va faire un peu trop si on en fait plus, et si on en fait moins, ça ne sera pas complètement significatif. Voilà. Tout à fait. Donc, rendez-vous est pris début janvier. Merci, Jacqueline. Voilà, et puis donc dernier focus, c'est sur l'espace négociation EasyMesure. Donc je vais aussi à nouveau donner la parole à Thomas parce que c'est quelque chose, c'est un travail qu'on a fait en commun et c'est notamment pour aider les négociateurs à avoir une vision globale sur les établissements, les consultations des établissements. Donc c'est pareil, si tu veux compléter, Thomas. Oui, pour en dire un petit mot peut-être un peu plus détaillé, il s'agit de mettre en œuvre ce qu'on avait en tête depuis presque le début du projet, c'est-à-dire profiter du fait qu'on collecte du matériau homogène provenant de une grande variété d'établissements. Donc aujourd'hui, une 60aine d'établissements reversent des données EasyParse dans EasyMesure, et c'est l'occasion de commencer à proposer des vues agrégées. Cette agrégation se faisant dans un premier temps sur une ressource particulière. Donc là, on a commencé par Nature, mais en fait, le travail sera décliné de la même façon avec les autres ressources pour lesquelles on dispose de données dans EasyMesure. Et donc, pour chaque ressource, on pourra proposer un tableau de bord récapitulatif qui mettra en commun toutes les données versées par tous les établissements qui sont abonnés à la ressource et qui ont des traces de passage et donc des événements de consultation vers cette ressource. Donc ça fournit une vue complémentaire très intéressante pour les négociateurs en particulier quand il s'agit de repartir à la négociation et de comprendre un peu finement comment les utilisateurs d'une ressource se comportent avec cette ressource. Pour les établissements, donc je le répète, le matériau qu'on manipule, il est moins complet que des stats éditeurs consortiales, puisque tous les établissements ne sont pas équipés par un EasyParse et ne reversent pas forcément dans EasyMesure. Mais pour tous les établissements qui le font et qui sont abonnés aux ressources en question,
on a pour ces établissements des données d'usage qui sont bien plus fines que les stats éditeurs qu'on commence d'ailleurs à collecter aussi sur EasyMesure. Donc là, on va avoir une vue relativement, on va pouvoir proposer pour un ensemble de ressources des vues assez complètes de à la fois ce que l'éditeur propose comme stat établissement ou comme stat consortial et ce que nous, on collecte. Et donc, on pourra proposer une articulation en 2 tableaux de bord pour chaque ressource, tableau de bord stat éditeur et tableau de bord stat EasyParse pour la même ressource. Donc, on aura une sorte de regard en 2 dimensions ou en 3 dimensions de ce qui se passe pour une ressource particulière. Et là, c'est ce travail de tableau de bord négociation. On va essayer de la généraliser au début de l'année 2020 avec les autres ressources et on en parlera à la journée de formation des négociateurs organisée par Couperin début février. Voilà. Par exemple, vous avez le projet de le faire aussi pour Wiley, qui va être une négociation. Ouais, en fait, là, on montre à quoi ça ressemble pour Nature, mais le tableau de bord, il est générique lui aussi. Et il suffit de changer la valeur du filtre de Nature à Wiley et voilà, c'est fait. Ok, ok. Et on voulait, disons qu'on voulait, comme ce qu'on fait d'habitude, on voulait faire un prototype avec une ressource et quelques collègues pour avoir déjà leur retour, pour voir si on s'était pas complètement planté. Et s'il manque des choses ou s'il y a des choses qu'il faut qu'on présente différemment. Et une fois qu'on a cette validation-là, on va élargir le domaine du tableau de bord, comme on dit. Mais apparemment, le support qu'on a fait, on a déjà eu un retour positif par rapport. Assez positif, ouais. Donc je pense c'est pareil, ça c'est des choses dont on va reparler rapidement, je pense premier trimestre 2020 là pour mettre ça en route proprement quoi. Parce que de notre côté, ça implique de l'organisation en termes de rôle et de droits qu'on accorde sur certains index. Et c'est pareil, on veut pas faire de bêtises, donc on préfère avancer étape par étape avant de proposer un dispositif plus générique. Ok. Je donne la parole à Louis. Oui, pour dire qu'on est allé présenter EasyParse, EasyMesure et les Open Badges au GIRES 2019. Donc, les GIRES, on y allait à plusieurs. On était 5. On était 5, il n'y en a que 4 sur la photo. Là. On était 5. J'ai parlé le vendredi. Alors, je voulais m'excuser auprès de Thomas parce qu'en fait, je me suis rendu compte à la fin de la presse que j'ai réussi à faire toute la presse sans parler de lui. Donc je ne sais pas comment rattraper le coup, mais j'essaye de le faire là maintenant. Excuse-moi Thomas. Bon, c'est trop tard. Je t'expliquerai un peu pourquoi. Il y a une petite raison quand même. Mais bon, bref, je voulais m'excuser auprès de toi. Bon, ton nom est sur les slides, mais voilà, désolé. À cette occasion, c'était un petit peu dommage parce que comme on parlait le vendredi, j'ai eu des contacts, j'ai eu 2-3 contacts à la fin, de gens qui auraient bien aimé en savoir plus sur les open pages, comment faire concrètement. Ce qui se passe au niveau des GIRES, il y a ce qu'on appelle des BOF, c'est-à-dire que c'est un peu des réunions de travail spontanées qui se décident comme ça à brûle pour point. Et qui permet aux gens d'avancer sur un thème qui les intéresse et puis éventuellement voir ce qu'ils pourraient faire en commun. Et là, en fait, il y aurait eu moyen, sauf que comme c'était le vendredi, c'était terminé. Donc, peut-être qu'on essaiera de. Alors, j'en ai parlé au GIRES, à l'organisation des GIRES, peut-être qu'on essaiera de faire quelque chose. Parce que j'aimerais bien que les open badges, ça s'applique dans tous les contextes. Et j'aimerais bien qu'on essaye qu'on ne soit pas les seuls, quoi, en fait, à utiliser ça dans le contexte de la doc, de ces choses-là. Que ça ne soit pas uniquement, parce que ça ne s'applique pas uniquement à la formation. C'est essentiellement ça c'est essentiellement des organismes de formation qui essaient de récompenser des gens qui suivent une formation et qui ont dont on peut voir des compétences qui ne sont pas reconnues par des diplômes. Mais comme c'est un truc qui peut s'appliquer à tous les contextes, j'aimerais bien qu'on puisse creuser un peu pour valoriser, parce qu'on a des gros problèmes de valorisation. Ça pourrait être un bon outil. Voilà. C'était assez intéressant, les GIRES. Je n'étais pas allé la dernière fois, c'est tous les 2 ans. La prochaine fois, c'est à Marseille. Et
ce qui était aussi intéressant, c'est que ils ont annoncé en début de session qu'il y avait tous les présentations des GIRES étaient en replay. Et je suis allé voir et en fait, j'ai trouvé la présentation qu'on avait faite en 2013. Et à l'époque, il y avait eu, à la fin de la presse, il y avait eu une des questions, c'était vous proposez EasyParse, mais il n'y a rien pour montrer en fait les événements de consultation. Et là, en fait, on avait EasyMesure. Donc on avait répondu à la question. Ça, c'était pas mal. Juste le petit clin d'œil. Voilà, donc je te repasse la parole sur l'enregistre. Donc avec les métriques mensuelles, donc nous avons 7 nouvelles plateformes qui ont été recensées dans Analogist. Donc on passe à 441 plateformes. On a 299 parseurs actifs, dont 167 qui sont utilisés par l'ESR. Et donc on a un taux de couverture de 67,80% avec 55,85% utilisés par l'ESR. Et je complète ces métriques donc avec un nouvelle métrique qu'on a fait sur EasyMesure pour donner des informations un peu plus concrètes, notamment depuis le début de l'année, on est à 99 millions d'événements de consultation, 70 index déposés. Donc dans les 70, on n'a pas mis l'établissement parce qu'on a 10 portails CNRS et on a ISTEX et le reste, c'est les établissements qui ont déposé. Et puis donc on a bien les 167 parseurs qui fonctionnent actuellement. Et c'est pareil pour les titres, on a mis, il y a 115 149 ISSN distincts. Donc voilà pour la période. On peut remarquer que la plateforme ISTEX représente 35% des événements de consultation. Et les plateformes qui sont au top, c'est Cfinder, Kern, Science Direct, Springer et NCBA qui sont les plateformes qui sont les plus consultées dans l'ensemble de l'OS. Alors pour les mises à jour. Il y a un petit lien quand même par rapport à ces chiffres, par rapport à ISTEX. Parce que comme ISTEX offre la possibilité de TDM, le jour où tu as un laboratoire de recherche qui décharge 2 millions de documents pour faire du TDM, forcément, sur les autres plateformes, on le voit ici. C'est l'usage documentaire. Donc ça frustre. C'est pour ça que l'ISTEX est peut-être en tête, enfin au top, mais c'est un peu face, c'est un peu faussé. On ne voulait pas le retirer du chiffre. Non, je comprends. C'est juste pour préciser que les autres, c'est des consultations purement documentaires unitaires. Donc, un PDF les uns après les autres. Parce que dans les textes, quand tu as un téléchargement massif, forcément, ça fait monter rapidement les chiffres. On le voit ici d'ailleurs. Et il y a juste qu'on a retiré aussi pour ne pas gonfler les chiffres, et on a retiré les open URL et les codes. Alors, pour les mises à jour des plateformes, donc, il y a eu un travail qui a été fait en amont de comparaison de cet éditeur, donc, qui a été fait par Sonia et Hélène. Et après ce travail, l'équipe a travaillé sur une journée parseur spécialement dédiée à ça, et aussi avec les modifications qui avaient été faites par d'autres utilisateurs, notamment Annick Lagrange de l'École centrale de Lyon. Donc là, on a donc un focus sur la plateforme EmboPress, qui était agrégée par iWire et qui maintenant devient indépendante, avec donc un développement logiciel avec Literatum Atipol. C'est un logiciel tout fait qui permet de développer une plateforme en ligne. Et donc on a dû refaire les analyses de cette plateforme. Et donc là, on voit l'analyse qui est faite pour l'article HTML PDF, donc qui est maintenant, donc, suite au développement du parseur reconnu dans EasyParse. On remarque qu'il y a un DOI dans cette plateforme, ce qui fait qu'on a l'enrichissement cross-ref, et on a fait une petite visualisation sur un exemple sur le portail CNRS. On voit que depuis l'implémentation de ce parseur dans EasyParse, on a des éléments de consultation pour EmboPress avec la liste des revues consultées, les ISSN et même les années de publication. On a également donc en vrac fait des mises à jour sur Emerald,
sur Oxford University Press, sur la plateforme Erudit, sur Wiley Online et sur les techniques de l'ingénieur. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, ça prendrait trop de temps, mais on a fait un article de blog qui relate de ces mises à jour et qui est détaillé et qui permettra aux personnes intéressées de connaître donc, tous les détails des corrections faites sur ces. Et je donne la parole à Steven. Oh, je suis en train de spoiler. Donc, oui, je suis à côté de ça. Donc, pour la rentrée de janvier, et donc, le sprint est en 36.15 Père Noël, nous vous proposons donc une mise à jour de l'interface d'Analogist. Donc, on y retrouve une page d'accueil qui n'était pas présente jusqu'à maintenant. Sur cette page d'accueil, on y retrouvera donc le nombre de plateformes recensées, le nombre d'analyses totales et communes aux plateformes, le nombre de parseurs, le nombre de contributeurs et de badges émis jusqu'à aujourd'hui, ainsi qu'un texte expliquant ce qu'est Analogist et à quoi ça sert. Le bouton se connecter et se déconnecter a migré donc, sur le menu tout en haut. Donc, avant, on avait non connecté, maintenant c'est se connecter. On a fait cette mise à jour parce qu'on a vu que les personnes qui arrivaient sur Analogist avaient tendance à cliquer sur non connecté. Donc, on a déplacé le bouton déconnecté qui est ici. On a une autre mise à jour d'interface, mais aussi de fonctionnalités qui sera disponible au mois de janvier en vue de certifier les plateformes pour les comparaisons stat éditeur. Donc dans ce cas, par exemple, c'est une certification H et P sur la plateforme Science Direct. Donc on aura on a rajouté l'année ici. Donc ici c'est un exemple, c'est 2019. Ce sera un millésime. Ce sera un millésime 2018. Les comparaisons qui ont été faites, donc ce sera les plateformes qui seront certifiées au mois de janvier suite donc au retraitement des logs qu'on a demandé à Fabien de faire. Donc toutes les logs de l'année 2018 et 2019 suite aux corrections des parseurs. Les plateformes, on va les revoir à nouveau, et celles qui sont donc dans le critère de la certification publisher, c'est-à-dire 5% d'écart entre les stat éditeurs et EasyParse, on leur attribuera la certification P avec les millésimes 2018, donc pour en relation avec les comparaisons qui ont été faites. Et chaque année, je précise, on refera ces comparaisons stat éditeurs. Ça permettra vraiment d'avoir à un instant T une certification précise sur l'état des plateformes. Voilà. Donc ces modifications seront disponibles en janvier 2020. Alors, pour continuer donc, dans les nouveautés du Père Noël, on a eu justement un petit cadeau de l'équipe du service formation d'INIS, et notamment, je remercie Claire Piss et Philippe Corneret. On a 3 nouveaux tutoriels justement sur les open badges, comme en parlait Dominique. C'est vraiment le sujet actuel. Donc, ces nouveaux tutoriels permettent donc, notamment de découvrir ce que sont les badges et les critères d'attribution. Un autre tuto va permettre de connaître comment rendre public son badge sur les réseaux sociaux notamment. Et puis le troisième, ça permettra aussi donc je ne sais plus, de partager avec le reste du monde, avec le reste de l'univers. Vous avez le tuto, il y a le tuto. Voilà, je le regarde. Et donc voilà, donc c'est un travail qui a été fait aussi avec Steven, parce que comme c'est lui qui a quand même développé l'outil, la fonctionnalité des open badges, il a été sollicité par Claire pour l'aider à faire le scénario donc, de ce tuto. Donc voilà, c'est un travail collectif et on remercie vraiment l'équipe du service formation. Et il y aura d'autres tutos par la suite, notamment pour les EasyMesure qui vont venir l'année prochaine. Et ça peut même vous donner une idée, en allant voir les tutos, même si vous n'êtes pas branché Analogist, ça peut vous donner une idée de comment, c'est très bien expliqué en fait, hein, des professionnels en face, de comment dans votre projet vous pourriez utiliser
Comment ça se passe? Donc, ils sont disponibles sur la chaîne YouTube, EasyParse, et aussi dans le blog. Il y a un article qui est dédié à ces 3 tutos et vous pouvez les visualiser directement dans l'article. Donc, on va passer à EasyParse. Donc, on va remplacer. Voilà, je remplace Yannick parce qu'il n'est pas là. Non, là, c'est moi. Ah, là, c'est toi. Pas un problème. Comme ça, je te. Voilà. On avait remarqué en faisant des supports, donc c'est lui qui l'a fait, c'est Steven qui l'a fait, mais c'est moi qui parle. Pendant les supports, que les utilisateurs ils étaient un petit peu perdus quand il fallait poursuivre le traitement. Et donc on a dupliqué le bouton continuer là pour voilà, quand on lance un traitement. C'est pareil quand on arrive en fin de traitement, ils étaient aussi perdus pour en lancer un nouveau. Donc on a essayé de mettre en évidence le fait d'avoir un nouveau. Voilà. Donc, Steven, il est capable de travailler à la fois sur l'interface d'Analogist, à la fois sur l'interface d'EasyParse. Il est aussi dans le Kibana. Multi skills. Ce qu'aurait dû présenter Yannick, c'est aussi le travail qu'il a fait en collaboration avec Fabien sur l'automatisation et l'exploitation de EasyParse, EasyMesure. Il avait déjà présenté la dernière fois une commande qui s'appelle ICP, qui remplace EC Buildmaker, pour ceux qui la connaissent. Donc il y a EasyP et EasyM, hein, le petit frère et la petite sœur. Avec ICP, il y avait des petits bugs, donc ils ont corrigé les bugs. En s'observant, on s'aperçoit qu'on n'a pas forcément pensé à tout. Ce que ça apporte aussi là, c'est qu'il n'y a pas de validation du fichier résultat si aucun événement de consultation n'a été généré. Et puis, on va créer le dossier raster des résultats si jamais il n'existait pas. Voilà, donc, je vous encourage à migrer vers EZP. Et puis, la commande EZM, donc, qui remplace en fait EasyMesure. Ce qu'elle fait maintenant, c'est que il y a un support des dossiers à l'insertion, pareil. On a création d'un rapport de chargement pour chaque fichier en JSON. Ah oui, je n'ai pas précisé aussi pour la TCP, c'était aussi en JSON les rapports. Et puis, pas de chargement si un rapport est présent et que le fichier n'a pas été modifié. Normalement, il nous a prévu un peu plus voilà. Donc là, en fait, on la lance comme ça. ZN indices insert plus CNRS, moins V pour parce qu'en fait, elle va parler, je la rose. Voilà. Donc là, il charge. Donc, ah oui, j'ai oublié de point. Donc, il va prendre tout ce qu'il y a dans le répertoire. Voilà, donc là, on voit qu'il charge. Hein, il charge. Il y a un certain nombre de fichiers dans le répertoire. Voilà. Il y en a 6. Voilà. Et puis donc là, il montre le report en JSON, voilà, avec toutes les informations. On relance et on voit que comme tout avait déjà été traité, il skip tout, il passe. Voilà. Si jamais on change un des fichiers, là c'est ce qu'il fait, voilà, et puis qu'on relance, il va retraiter le fichier qui aura été éventuellement ajouté. Donc là, ça, c'est vraiment une amélioration en termes de reprise. En termes de reprise de traitement, hein, je ne sais pas bien, je sais pas si je veux compléter. Moi, j'étais encore à l'IP et le système, je n'ai pas utilisé. Voilà, donc ça va ajouter un super. Ça va servir notamment pour le retraitement des surtout, ICP pour revenir un petit peu quand même. C'est clairement, on ne détectait pas les erreurs dues à la cross-ref qui est tombée. Par exemple, il pouvait redémarrer. Du coup, à la fin, le traitement disait que tout était OK alors qu'il n'avait pas fait son travail. Maintenant, avec le nouveau système, il détecte vraiment quand on peut le détecter, les erreurs étaient. C'est surtout ça qu'on fait. Il compte les événements de consultation. Moi, je le comptais en faisant mon revue, puisqu'en fait, il y a un événement par ligne, sauf la première ligne. Et là, du coup, il est déjà dedans dans le contenu, je vais le compter, puisque c'est déjà dans le contenu JSON. On va chercher la bonne ligne, on a directement, on peut l'afficher où on veut. On a le nombre de lignes et le nombre de scripts, c'est-à-dire on a un pourcentage de scripts qui ont été par rapport au nombre de lignes.
il y a plein d'autres informations qu'on pourra profiter par la suite, quoi. Et je pense que EZM devrait avoir une bonne caractéristique. Voilà, c'est ça, mais je l'ai retesté en école. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir faire des reprises et puis de ne pas recharger. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que pour ceux qui automatisent, et en particulier les chargements dans les e-mesures, on voit chaque fois qu'il y a un nouveau partenaire qui automatise, et puis qui automatise en disant, ben voilà, je prends tout ce qu'il y a dans le répertoire, et ben on se retrouve avec toutes les nuits, on a le rechargement de l'historique du répertoire en question. Et donc là, le fait que quand on va proposer ici mesure, nous, ça nous soulagera parce qu'il y aura beaucoup moins de changements. Alors, Easy Mesure à proprement parler, les changements, une petite changement d'ergonomie en fait pour en ce qui concerne la home page. Il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas remarqué qu'en bas de la page, il y avait des explications en fait, parce que jusqu'ici on voyait que le logo Easy Mesure. Et donc là, on a remonté en fait cette partie explicative, ce qui permet en particulier quand on fait des copies d'écran d'avoir tout dans une seule image. Et puis, donc là, toujours dans ce cadre de 3615 Père Noël, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites, plein de nouveaux espaces qui ont été proposés. Donc, Frédéric, je te passe la main sur les mesures de négociation. Tout à l'heure, Thomas il a évoqué justement le travail qui a été fait avec les négociateurs couvrins. Donc, on a réalisé un tableau de bord avec un espace dédié. Donc, ce tableau de bord qui agrège, donc, comme le disait Thomas, donc, les consultations de tous les établissements partenaires pour la négociation Nature. Donc, voilà, ça pourra s'appliquer pour d'autres plateformes. Donc, on travaille actuellement là-dessus. Là, c'est toi qui as réalisé. Oui, bon, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, donc on peut peut-être passer rapidement. Il y a un espace dédié à Myria. Voilà. Et on l'a fait, voilà. Donc, suite à la réunion du GTI, on avait fait une proposition aux organismes intéressés qui éventuellement voulaient voir ce que pouvaient donner leurs statistiques éditeurs dans Easy Mesure. Donc, qu'ils aient déjà des choses avec Easyparse ou pas. Donc là, le cas de Myria, c'est qu'ils n'avaient encore rien dans Easy Mesure. Donc, ça permet en particulier aux organismes qui ne connaissent pas Easy Mesure de se familiariser avec les potentialités qu'on peut y trouver. Et voilà, donc le retour qu'on a, j'ai dit tout à l'heure, c'est assez positif pour eux, je pense. Et donc, si vous écoutez ce sprint review, si vous n'avez pas encore, vous n'étiez pas au courant, eh bien, vous nous contactez, vous pouvez nous demander un espace spécifique pour les. Voilà, 36. Ouais, vous mettez dans le titre de dans le sujet de votre message 3615 Père Noël, et puis on vous fera ça. Dans le même ordre d'idée, on a ouvert un espace consortial. C'est toujours des. J'ai peut-être pas assez précisé, mais les statistiques éditeurs qu'on est capable de charger, c'est des statistiques de type JR1, JR1 Counter 4. Il se trouve que les stats consortiales ressemblent aussi beaucoup à des JR1, et donc du coup on a proposé le même type d'espace pour montrer des statistiques consortiales, et là ça concerne les SDP, je crois, mais ça pourrait être étendu à d'autres. Toujours le même principe, hein, on prend un cas d'usage et on l'étend si ça marche, en ayant apporter les améliorations pour les statistiques éditeurs. Oui, c'est des statistiques éditeurs consortiales. C'est-à-dire que c'est un fichier envoyé par Elsevier à Couvrins qui représente les consultations de. Ouais, c'est ça. Ouais. L'idée, c'est ça, on parle de ces. Et j'ai une petite question. Tout le monde a accès à cet espace-là? Ah non, bien sûr que non. L'idée, c'est justement, donc, en fait, Thomas l'évoquait tout à l'heure, une des caractéristiques de mesure, c'est que les données sont en accès protégé et de donner accès aux personnes autorisées. Donc après,
Habituellement, on a deux interlocuteurs pour les organismes, le correspondant documentaire et le correspondant technique. C'est le correspondant documentaire qui nous dit qui a accès à quoi pour un organisme donné. La même chose va se passer en ce qui concerne Couperin. C'est Couperin qui va nous dire qui a accès aux données consortiales, sachant qu'il faut au minimum un compte sur Easymus. Pour les négos, ça sera pareil. Pour tout ce qui est accès éventuellement à des données agrégées ou de ce type-là, ça sera des accès protégés à un certain nombre de personnes. Et on utilise le mécanisme des espaces pour bien ranger les choses. Donc les gens qui ont un compte sur EasyMesure et qui ont des accès multiples, eh bien, verront apparaître au moment où ils se connectent les différents espaces auxquels ils ont potentiellement accès et ils choisissent et ils explorent les données. Voilà. Et Thomas, Couperin pense donner accès à ces espaces aux négociateurs de la ressource et à d'autres personnes ou pas? Ah oui, au moins aux négociateurs de la ressource. Ok. Oui, c'est ce qui fait, c'est ce qui La est le force. plus intéressant, et puis c'est ce qui fait le plus sens. Ce que je disais tout à l'heure en parlant de proposer les deux vues, la vue éditeur, c'est-à-dire ce que l'éditeur nous envoie pour l'entièreté des abonnés, et la vue EasyParse, EasyMesure, où on a pour une partie de ses abonnés des données plus précises en termes de qui accède à quoi. Donc d'un côté, tu as les stats éditeurs qui disent voilà, il y a tant d'accès globalement sur, je sais pas moi, les 70 ou les 80 ou les 120 abonnés à cette ressource. Tu as une vue globale, donc tu as une idée de ce qui se passe en national, disons. Et puis après, établissement par établissement, ou groupe d'établissement par groupe d'établissement, tu as des vues plus restreintes, mais plus précises sur les accès à cette ressource. Ok. On va continuer. Donc, le prochain espace, c'est l'espace INSERM. Donc, INSERM, qui a depuis le mois de novembre un nouveau portail qui a été développé à Nice. Donc, on les a recontactés. Donc, ils nous ont demandé de charger leurs données 2019 dans un nouveau tableau de bord. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et donc, on va reprendre contact avec eux au mois de janvier pour justement discuter de ce tableau de bord et le faire évoluer. Donc, c'est bon. Donc, pour ce qui est du plugin reporting sur Kibana, donc, il est en cours de test et de consolidation sur version de production. Donc, il n'y a que l'équipe pour l'instant qui a accès. On y fait quelques ajustements au niveau interface, fonctionnalité, dont une fonctionnalité qui est un historique. Donc, un historique d'erreur. Donc, pour cet exemple, on peut voir que le 12 décembre, il y a eu une erreur de génération ou d'envoi de mail. Pour ce cas précis, donc, toutes les erreurs sont loguées dans ce tableau. Et on a aussi le temps d'exécution d'une tâche, donc, en l'occurrence 43 secondes dans ce cas. On espère donc proposer cette fonctionnalité pour janvier, donc qu'elle soit stable et au meilleur pour l'expérience utilisateur. On fera une communication à ce moment-là. Le truc, c'est que ça marche, mais ça manque de stabilité. Et donc, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui provoque l'instabilité, parce qu'il y a plein d'étapes. Il y a la génération de PDF, donc il y a les index Elastic, il y a le Kibana, il y a l'envoi par mail. Donc, toutes ces étapes-là, potentiellement, il peut y avoir des petits soucis. Et donc, l'idée, c'est de prévoir, de proposer quelque chose qui soit stable, de mettre donc les contrôles qui vont faire tout que ça soit le plus stable possible, et éventuellement aussi de mettre ce qu'il faut pour, si jamais il y a eu un souci, pouvoir faire la reprise, envoyer si jamais il y a eu un souci de mail. Voilà. Donc on ne va pas livrer le truc tant qu'on n'est pas bien. Alors non, ça sera même pas toi qui vas le lancer, ça sera les utilisateurs. Ça sera...
relancer le compte rendu après, parce que si je fais une reprise, je relance la. Tu pourrais avoir un espace pour toi et puis avec tes, effectivement, ton reporting, Souvent, je fais une reprise, on va le voir, parce que tu es en cause. oui. Mais après, oui, il y a plein de choses qu'on peut faire. On a des chiens, moi, pas physiquement, je peux le faire. Ouais, non, mais en fait, l'idée, c'est que de déléguer justement à l'utilisateur le reporting, c'est-à-dire que l'utilisateur, lui, pourra se programmer son propre reporting. Et le truc, c'est que si jamais ça ne marche pas, il faut qu'il ait aussi les moyens de vérifier, pourquoi, de le relancer ou de le reprendre, voilà, le plus facilement possible. Voilà. Ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. On arrive à la fin de la sprint, donc on a déjà établi les dates pour les prochaines sprint reviews jusqu'aux grandes vacances. Donc la prochaine aura lieu mardi 14 janvier 2020. Entre-temps, nous avons la réunion GTI au mois de février 2020. Et puis, on travaille toujours actuellement avec les archives institutionnelles. On n'en a pas parlé, mais on a quand même eu un support avec l'Université de Lille pour intégrer toutes les archives, faire un tableau de bord pour les archives institutionnelles de Lille. C'est en cours. Et puis, par rapport aux formations, donc on a dû décaler la formation qui était initialement prévue au mois de décembre à cause des grèves au 21 janvier 2020, donc toujours à l'INSA de Lyon. Et puis, si vous êtes toujours intéressé pour organiser dans votre établissement un atelier et nous accueillir, donc on propose toujours les analyses de plateforme, l'écriture du parseur et la création de tableaux. Voilà. N'hésitez pas à contacter l'équipe visiting, l'adresse qui est indiquée sur la slide. Voilà. Et le sprint prochain, ça sera un sprint plutôt technique. Donc, il n'y aura pas de killer feature, mais on va travailler sur la partie immergée de l'iceberg. On n'a pas évoqué, mais on a travaillé aussi avec la BNL encore. On a encore travaillé pour eux. Et donc, dans ce cadre-là, on va essayer de sécuriser, packager, faciliter les déploiements. Donc, c'est des choses qui ne sont pas forcément très visibles au point de vue utilisateur final, mais qui sont importantes pour nous. Voilà, donc c'est la partie questions, si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions au niveau des personnes connectées? Non, c'était clair. Je vais démarrer, comme ça permettra peut-être de lancer la pompe. Une question qui m'est venue lors de la diapo 5, logiciel Easymetrics. C'est pas une question de forme. Est-ce que le nom est définitif ou pas? Parce que Dominique m'avait dit que Easymetrics était un nom qui était déjà utilisé par d'autres projets et tout. Donc, savoir, parce que j'ai vu aussi Numetrics passer dans les documents, Easymetrics, ça fait un peu de confusion au niveau notamment de la tutelle du CNRS spécialiste. Il me dit, mais il y a deux projets, et Numetrics et Easymetrics. Je dis non, c'est bête. Enfin, bon, c'est plutôt une remarque de forme, sur lequel il faudrait le voir et trouver un nom à cette logiciel assez rapidement, de façon définitive. La deuxième question est plus de fond. Dans la construction d'EasyMesure, il y a plusieurs middleware. Il y a Elastic, il y a Kibana, mais il y a aussi Spike, qui sont fait rendre dans la part. Dans le déploiement de cette brique-là, au niveau consortium européen, en gros, que ce soit l'ADL, que ce soit les Allemands en Allemagne, est-ce qu'ils sont obligés d'acheter Spike? C'est justement ce qu'on avait fait au sprint 34, je crois. En fait, depuis, on a fait une grosse migration à la version 7, Elastic Kibana. Et à partir de la version 7, ils ont changé de modèle économique et ils sont plus sur cet aspect faire payer la sécurisation. La sécurisation, elle fait partie du truc qui est open source. En fait, leur modèle économique est plus orienté vers tout ce qui est alerting, donc en particulier justement le reporting personnalisé, l'intelligence artificielle dans l'alerting en termes de. En fait, Kibana, et là, Kibana est utilisé aussi pas mal pour des ASR, en administration système, voire des changements en fait, d'usage qui sont
Et donc, ça, c'est ça qui va être payant. Et donc, la partie XPAC n'est plus payante. Et donc, à partir de là, c'est pour ça qu'on parle maintenant de voir regarder cet épisode. Donc, ça veut dire que nous aussi, on n'est plus obligé de budgétiser et de prévoir d'ailleurs les licences de l'ISPAC pour les années à venir. Non, mais j'ai eu un peu sur l'esprit. Ok, donc il n'y a plus besoin de ça. Très bien. Donc, le déploiement de ces mesures, effectivement, n'est plus contraint par cet aspect de cette finance. Très bien. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, j'ai une petite question. C'est Patrick du Luxembourg. Bonjour. Bonjour, Patrick. L'étude Unpaywall, le dernier point là, de EasyPass, est-ce que vous l'avez mentionné ou on l'a loupé? Je ne l'ai pas mentionné, mais on est dessus, en fait. Non, parce qu'il y avait beaucoup de choses, mais on est en mode initialisation du projet. Donc, on en parlera. Ça fait partie des tâches de fond que j'ai évoquées tout à l'heure. Ça ne va pas être forcément très visible parce que il n'y aura rien de nouveau par rapport à ce qui existe déjà. On le fait déjà, mais on le fera différemment. Et on le fera, j'espère, mieux, de façon plus efficace. Mais l'idée au niveau d'Unpaywall, c'est qu'on ait notre propre serveur. Donc, du coup, c'est de rapatrier en local en fait, la base de données, enfin, l'exemplaire, et de mettre en place la mise à jour les mises à jour en fait, de Unpaywall hebdomadaire, donc un mécanisme automatique, et qui fait qu'on pourrait donc du coup brancher EasyPass sur ce serveur en local, et ça nous permettrait à la fois d'économiser une requête à Crossref, parce qu'en fait, il y a une bonne partie de ce qu'on trouve de ce qui est dans Unpaywall qui a déjà été pris dans Crossref. Donc, on fait passer Unpaywall en premier. On aurait les infos à la fois de ce qui est en accès libre et les compléments d'information de Crossref. Et si jamais on n'a pas eu ça au niveau de Unpaywall, on interrogerait à ce moment-là Crossref. Et du coup, on aurait beaucoup moins ces erreurs qu'on a de temps en temps parce que Crossref ne répond pas. Voilà. Et c'est surtout que le fait d'avoir ce Unpaywall en local, le traitement serait très rapide par rapport à l'état actuel de prototype qu'on a fait où se traitait 10 requêtes en même temps, alors que là, on s'était mis. Voilà. Très bien, que de bonnes nouvelles, merci. Vous avez des questions? Bon, bah, je pense qu'on va finir cette réunion. On vous remercie chaleureusement d'avoir participé à cette interview. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et on espère vous retrouver au mois de janvier pour une nouvelle aventure. Merci. Merci, bonne fête de fin d'année à vous tous aussi. Et pour dire, voilà, on n'a pas fait de pot là, de Noël, mais on fera un pot en janvier en fait. Ah, c'est janvier qu'il ne faut pas louper alors. Voilà, on aura Ok, ça marche. Ben, janvier, je prévoirai de venir à l'INIST. Voilà. Ok. À bientôt. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir.